Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 5 novembre, je suis ravi d'être à vos côtés. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la 5e victoire en 6 matchs de la Roca Team en Euroleague, victoire 85-77 face à Belgrade. Monaco est deuxième au classement avec le même nombre de victoires et de défaites que le leader Fenerbahçe. En football, vous écouterez les réactions d'avant-match. La SMFC se déplace dimanche à Toulouse pour la 14e journée du championnat de Ligue 1. Nous aurons en invité un navigateur amateur. Ça sera une première pour lui. Il participera sous les couleurs du Yacht Club à la Route du Rhum. Nous ouvrirons une page culture avec l'exposition Monaco on Stage consacrée à 100 ans de musique de la SPM. Et nous vous présenterons avec Vincent Vatrican le film d'espionnage burlesque avec Serge Gainsbourg, l'inconnu de Chandigor, projeté ce mardi 20h au Théâtre des Variétés. Pour son deuxième match d'Euroleague à domicile, la Roca Team accueillait l'Étoile Rouge de Belgrade hier au soir. Les Monégasques ont dû faire preuve d'une grande concentration pour se défaire des Serbes dans une ambiance incandescente. Un reportage de Yannick Debever et Julien Logier. Entraînés par des centaines de supporters serbes en mission, les Roca fans ont donné de la voix pour faire de Gaston Médecin un véritable chaudron. John Brown, d'abord sur la première action du match, puis Dante Hall font lever les foules. Le match démarre tambour battant, beaucoup d'agressivité défensive et deux équipes qui se tiennent au score. Le point clé de ce match, c'est la bataille intérieure et ce sont les Monégasques qui prennent l'ascendant, à l'image de cette action de Moti Younas qui fait danser Martine. Grâce à ses pivots, la Roca Team parvient à creuser un écart de 3 possessions à la mi-temps, 38-31. Dans le second acte, les arrières prennent le relais des intérieurs. Jordan Lloyd effectue un passage prodigieux avec 11 points dans le troisième quart. Cette action illustre parfaitement l'impact positif des deux côtés du terrain du duo James-Lloyd qui cumule 41 points sur le match. Mais l'Étoile Rouge s'accroche, ne lâche rien et répond par un 7-0 en fin de quart. Fautif d'une perte de balle sur l'action précédente, Mike James fonce tête baissée pour se racheter juste avant le buzzer. À l'usure, la Roca Team parvient à s'échapper dans les 10 dernières minutes, comptant jusqu'à 14 points d'avance sur ce panier d'Alpha Diallo, tout en puissance. Même si Petrusev fait mal en fin de rencontre, Mike James décide d'éteindre tous les espoirs de remontée serbe avec 2 paniers à 3 points consécutifs. Malgré un adversaire coriace, la Roca Team remporte le match 85-77. I wouldn't say that that was the most quality one, because you face the team who is play tough, and distract the game in any kind of sense. I think it's definitely hurting the focus, because in some cases I directly connect this with the offense organization. We were in some moments sloppy. So nothing can take us out of our rhythm, neither the referees, neither the opponent, hard, defense. So we gotta be more calm in those situations, I would say. Avec ce 5e succès en 6 matchs, la Roca Team pointe désormais la 2e place du classement d'Euroleague, juste derrière Fenerbahçe à la différence de points. 5 victoires et une seule défaite en Euroleague et en championnat de France, Monaco est tout simplement invaincu. La prochaine rencontre ce dimanche, salle Gaston Médecin, la Roca Team accueille Dijon pour la 8e journée de Jeep Elite. En football, la SMFC se déplace ce dimanche 15h à Toulouse pour la 14e journée du championnat. Monaco est 6e au classement, Toulouse en Ligue 2 l'année dernière est en milieu de tableau, 11e. Une conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce samedi après-midi. Voici les moments forts de ce qui s'y est dit. Toulouse, une équipe avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de pression, et aussi avec des bons joueurs, un bon passing jeu, et des alliés avec beaucoup de vitesse. C'est une bonne équipe, ils sont sous la bonne dynamique. C'est à nous de jouer un match complet demain. On a la possibilité aussi de poser les problèmes, donc on va tout faire pour gagner ce match-là. Mais ça sera un match très difficile. Pour le moment, nous sommes en 3e place pour les points à l'extérieur. Oui, on doit continuer de jouer tous les matchs comme ça. Pour moi, il n'y a pas grande différence entre l'extérieur ou chez nous. Match donc à Toulouse ce dimanche à 15h, comptant pour la 14e journée du championnat de France.
Le monde de la voile est en ébullition pour le départ de la Route du Rhum. Rien que ce nom fait saliver. Le départ était prévu ce dimanche. En revanche, on vient de l'apprendre pour des raisons de mauvaise météo. Il devrait avoir lieu mardi ou mercredi. 138 navigateurs solitaires prendront à ce moment-là le large en partant de Saint-Malo. L'objectif, traverser l'Atlantique pour se rendre le plus vite possible à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et parmi tous ces aventuriers, 2 bateaux seront aux couleurs du Yacht Club. Celui de l'Allemand Boris Herrmann. En 2018, il a terminé 5e de cette Route du Rhum en IMOCA. Et plus récemment, 5e du Vendée Globe l'année dernière. Autre navigateur du Yacht Club, Oren Nataf, avec le trimaran Rayon Vert. Il participera à cette Route du Rhum pour la première fois. Patricia Navarro s'est entretenue avec lui il y a quelques jours. Voici son portrait. Bonsoir Oren Nataf. Bonsoir. Vous vous apprêtez à relever un sacré défi, votre première transatlantique en solo. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure? Car vous vous présentez comme un amateur en plus. Ah oui, je suis un amateur complet. Après, j'ai déjà navigué pas mal depuis 10 ans, mais jamais en solitaire depuis aussi longtemps, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous avez commencé vraiment à naviguer il y a 10 ans dans des conditions presque professionnelles. Oui, 12 ans en achetant un bateau. Et puis, non, en tant que plaisancier, mais après, j'ai bien aimé la course au large, donc j'en ai fait pas mal. Des transats classiques sur des bateaux anciens. Et puis après, j'ai acheté un multicoque et voilà. Et puis, c'est vrai que c'est un bateau très sympa parce qu'il va vite. Bon, la Route du Rhum, ce n'est pas une mince affaire, hein? Non, c'est ce que j'ai en train de comprendre. Donc, non, ça va être assez dur. Bon, cela dit, vous avez décroché une belle victoire cet été à la Dream Cup. Oui, mais j'étais pas seul. Et puis là, je serai seul. Donc, c'est bien différent, quoi. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé au Rennes? L'objectif, c'est déjà d'être de l'autre côté de l'Atlantique, avant tout, parce que on n'aura pas ni de place, ni de quoi que ce soit si on n'arrive pas à traverser. Et déjà, mes premiers objectifs, c'est de traverser le golfe de Gascogne, ce qui est, vu la météo actuelle, pas évident encore. Et voilà, donc je me fais objectif par objectif, et puis à la fin, on va essayer de tous les aligner pour essayer d'avoir une belle traversée. Ça a demandé une grande préparation. Ah oui, le solitaire, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire, on peut rien faire sans avoir une vraie équipe derrière soi. Et contrairement à l'équipage, où on part et puis on s'entraide à bord. Là, c'est que de la préparation quasiment. Et cela a demandé une préparation plus spécifique physique? Ça a demandé une préparation à tous les niveaux, et du bateau, et mental, et physique, enfin tout, quoi. Justement, comment on se prépare mentalement? J'ai un super coach qui est à côté de moi, Siné Gabinet, qui m'a fait sauter en fait tous les fusibles qui m'empêchaient de faire cuire. Et puis voilà. Donc c'est un travail qui a duré quand même 2 ans. On a eu d'ailleurs un chavirage ensemble il y a 2 ans sur un premier bateau. On s'est retourné et le bateau a cassé en 2. Donc ça déjà, ça met bien dans le bain. Et puis après, beaucoup de navigation et puis apprendre à faire les manœuvres et puis apprendre surtout le multicoque qui est pas un bateau normal où c'est un bateau qui peut se retourner, qui a pas de quille. Donc il faut vraiment bien anticiper tout. C'est un sentiment assez paradoxal de prendre la mer comme ça au long cours. Il y a autant forcément d'appréhension que de sensations et de plaisir, de liberté par la suite. Oui, c'est un vrai mélange des deux, quoi, de grande appréhension, mais bon, je dirais que c'est presque indispensable parce que c'est quand même dangereux. Donc, la peur est une bonne protection de prudence et de pas faire n'importe quoi. Et en même temps, il faut avoir envie d'y aller. Et c'est vrai que là, quand j'ai fait la qualification, j'ai pris plus de plaisir seul que j'ai pu en prendre en équipage. Parce qu'il y a une vraie sensation de liberté. Et je pense que la navigation, c'est quelque chose aussi de solitaire. Donc, même si on est en équipage, on est seul. Et parce qu'on est seul au milieu de la mer. Il n'y a pas de bouton stop comme en voiture où on décide de s'arrêter sur le bas-côté. Là, il n'y a pas de bouton stop. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et au final, que redoutez-vous le plus? Le manque de sommeil.
c'est ce que je redoute le plus, c'est la fatigue. Et c'est sur ce point qu'il faut vraiment être vigilant. Je l'ai dit, vous êtes sociétaire du Yacht Club Monaco. C'est un port d'attache, c'est un soutien indéfectible, c'est un peu tout ça? Ah ben, Monaco, c'est extraordinaire. Ils m'ont soutenu dès le départ. Non, c'est vraiment un super yacht club avec des relations amicales. Enfin, voilà, c'est un vrai yacht club qui s'intéresse vraiment au projet. Donc ça m'a beaucoup motivé aussi à le faire. Eh bien, nous vous souhaitons bon vent au Rennes Nataf et nous ne manquerons pas de vous suivre dans cette odyssée. Merci. Merci. Vous l'avez entendu, la crainte d'Oren Nataf sera de manquer de sommeil. Eh bien, il aura quelques jours de plus pour profiter d'un vrai sommeil avant le coup d'envoi, puisque le départ sera donné mardi ou mercredi pour cause de mauvaise météo. Le prince Albert II était en déplacement aux États-Unis cette semaine, notamment pour assister à la soirée de gala de la Fondation Princesse Grace. Eh bien, sachez qu'à la Maison de France, à Washington, une exposition de photographie a été organisée, consacrée aux célébrités iconiques qui ont fait la grandeur de Monte-Carlo des années 50 à 70. Une soirée en présence de l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, et l'ambassadrice de Monaco, Maggie Macario-Doyle. L'exposition s'appelle Monte Carlo Legends. Et à l'occasion de l'inauguration de cette expo, le documentaire sur les 90 ans du Grand Prix de Monaco, réalisé par Yann-Anthony Nogues, a été projeté. Revenons à Monaco pour découvrir ou redécouvrir une belle exposition, Monaco on Stage, une immersion dans les coulisses de 100 ans de concerts organisés par la SBM. C'est en ce moment dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Reportage de Frédéric Elion, Horatio Gaggino et Clélia Renaud. La musique est une expérience, pas une science. Cette citation d'Ennio Morricone résume parfaitement l'esprit de Monaco on Stage, 100 ans de concerts à Monaco. Une exposition immersive et surtout un véritable terrain de jeu où le visiteur va vivre la musique, découvrir le patrimoine de la SBM et revivre un siècle de concerts en principauté. Il tenait à cœur de la direction des affaires culturelles de parler aussi de cet aspect culturel de la principauté parce qu'il n'y a pas que la musique classique. Il y a aussi le jazz, le rock, la variété qui se sont invités et qui s'invitent toujours sur nos scènes. Des guitares de Jimi Hendrix ou Eric Clapton, des photos qui immortalisent le passage des plus grands artistes en principauté, ou encore la reconstitution de loges, le tout en musique. Cette exposition permet de se plonger dans les coulisses des plus grands spectacles. L'idée directrice, c'est l'idée de la fin. Alex a dit, on va finir sur une scène. Donc je me suis dit, si on finit sur une scène, il faut faire le parcours à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre par l'entrée des artistes et on parcourt les couloirs qu'on ne prend jamais qu'en tant que spectateur. Et ça a été le fil directeur pour, le sens de l'exposition. Monaco on Stage, 100 ans de concert à Monaco, c'est à découvrir du 15 octobre au 31 décembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. On reste dans le domaine culturel, mais cinématographique, avec la projection de l'inconnu de Chandigor, organisée par l'Institut audiovisuel ce mardi 20h au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican va tenter de vous donner envie d'aller voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film de 1968, L'inconnu de Chandigor. C'est un film d'espionnage complètement lunaire, on est d'accord? Ah oui, très lunaire. Et je dirais même plus, c'est un film dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à la programmation de cette nouvelle saison. En fait, c'est une carte blanche qu'on a proposée à la Cinémathèque suisse en leur disant essayez de nous trouver un film que vous avez restauré récemment et qui va étonner le public. Et donc, ils ont tiré du chapeau ce film que j'ai donc découvert à cette occasion-là et qui est un film effectivement assez lunaire, fantaisiste, autour d'une histoire improbable d'espionnage qui rappelle beaucoup l'univers de la bande dessinée. Voilà, un film très, très satirique et qui est franchement très réussi. Avec Serge Gainsbourg, chanteur et acteur. Absolument, c'est une des
une des locomotives du film, c'est la présence de Serge Gainsbourg, qui compose d'ailleurs une chanson pour le film, le Bal du Mal, et qui joue aussi un de ces nombreux personnages espions du film qui essayent de se procurer cette fameuse découverte, l'annulator, qui est censé être la machine ultime permettant d'annihiler voilà, toute menace nucléaire. Ce film serait pour moi un peu comme un aïeul des films de Jean-Pierre Jeunet. Je me trompe? C'est pas faux. Absolument. Il y a un peu cet esprit-là, beaucoup d'imagination, d'inventivité dans la mise en scène. Et en même temps, c'est un film donc d'espionnage et un film fantastique. C'est un peu comme si James Bond rencontrait David Lynch. Je me trompe là aussi ou pas? J'avoue que les références sont très bien choisies. Oui, en effet, on est en plus en 68, c'est-à-dire la grande époque du lancement des films d'espionnage, en tête desquels ceux avec James Bond, Sean Connery. Donc ça joue aussi sur ce côté-là. Après, c'est peut-être un peu moins conceptuel que David Lynch, mais je trouve que c'est une marmite où il y a plusieurs références qui se mélangent entre elles, et ça donne un film extrêmement plaisant. Allons voir donc L'Inconnu de Chandigor. Merci Vincent. Merci Fabien. Montrez-moi la couleur dernière des acides. Quand tu iras au bal du mal, Mr. Spy, bye bye. L'Inconnu de Chandigor, ce mardi 20h au Théâtre des Variétés. Quel temps fera-t-il dimanche? C'est l'heure du point météo avec Frédéric Hélion. Bonsoir. Bonsoir Fabien, grand beau temps encore une fois avec une journée similaire à celle de samedi. Le soleil brillera du matin au soir. Le vent soufflera en permanence avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. Les températures seront comprises entre 11 et 18 degrés. Dimanche 6 novembre, ce sera la Saint-Léonard. Merci Frédéric. Ce journal est terminé. On se quitte avec des photos de Stéphane Dana, consacré à la victoire hier en basket de la Roca Team face à Belgrade, 85-77. On se retrouve ce dimanche à 20h pour un résumé de l'actualité de la semaine. Passez une excellente soirée et à demain.